Parmi la foule, il y a André, 22 ans. Comme des milliers de personnes, lui aussi a terminé sa journée. Sauf que pour rentrer chez lui, il ne prend pas le métro. Car en ce moment, il habite seulement à quelques dizaines de mètres de là, en profondeur. Pour y accéder, il emprunte l'issue de secours d'un parking souterrain. Son domicile, situé 4 étages plus bas, est le palier d'une cage d'escalier. L'agence Caisse d'Épargne dans le 14e arrondissement de Paris a fait installer une trentaine de poteaux en inox devant sa vitrine pour déloger un sans-abri qui s'y abritait depuis plusieurs années. Il est formellement interdit de procurer de la nourriture aux clochards. Le repas équipier est un avantage en nature personnelle et ne doit profiter qu'aux salariés en question. McDonald's n'a pas vocation à nourrir tous les affamés du territoire. Tout manquement entraînera une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Impossible de s'asseoir ou même de s'abriter devant les commerces du centre-ville. Ces pics anti-SDF sont visibles un peu partout dans Montpellier. Un mobilier urbain agressif que dénoncent les premiers concernés. Avant, on pouvait s'asseoir, maintenant on peut plus. Et je trouve qu'à Montpellier, ils en font un peu trop contre les SDF. Au pied des vitrines, sur les bancs, des barres métalliques, des dispositifs pour empêcher les sans-abri de s'installer. Les Dijonnais passent devant sans les voir et parfois même sans savoir. Peut-être pour mettre les vélos, je sais pas. Je sais pas, à vrai dire, je sais pas à quoi ça sert. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous soumettre une idée, c'est juste un truc auquel j'ai pensé à la volée comme ça, je sais même pas en vrai si c'est faisable, mais on va essayer d'y penser ensemble et je vais juste poser ça là. Je voulais juste proposer de manière possible d'aider certains des laissés pour compte qui sont parmi les plus invisibles de nos sociétés, ceux à qui l'on ne pense que peu, à savoir les sans-abri. Je pense même qu'on a là une manière de faire avancer la condition des sans-domicile et de concilier plusieurs visions du monde opposé sur la question, donc je vais vous soumettre ça et je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais on va commencer par un bref état des lieux. Donc commençons par un petit panorama de leur situation pour y voir un petit peu plus clair. Donc concrètement, où en sont les SDF aujourd'hui ? Alors quelques chiffres. En France, selon l'INSEE et en 2012, donc oui je sais que les chiffres sont vieux mais il n'y a pas de chiffres plus récents sur le site de l'INSEE, donc la France, selon l'INSEE en 2012, comptait plus de 140 000 sans domicile. Par rapport à 2001, c'est 50% d'augmentation, il y en avait approximativement 92 000 à l'époque. La Fondation Abbé Pierre, en revanche, nous donne des chiffres plus récents qui datent approximativement de 2020, et il semblerait qu'il y en ait en 2020 approximativement 300 000. Parmi ces sans-domicile, 44% se trouvent à Paris. Donc ça, on est là, ce sont les chiffres de l'INSEE de 2012 que je cite. Et je ne sais pas s'il y a des raisons particulières pour que cette tendance ait évolué, à la hausse comme à la baisse. Mais en tout cas, en 2012, 44% de l'ensemble des sans-abri du territoire étaient à Paris. En termes de répartition par genre, on est à 38% de sans-domicile. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je sais pas si je vais pouvoir enregistrer avec mon chat. Je reprends. Donc en termes de répartition par genre, selon l'INSEE en 2012, 38% des sans-domicile sont des femmes et donc 62% sont des hommes. Même si, d'après le journal Le Monde, dans un article qui date de 2021, la proportion d'hommes serait passée à 80%. La majorité des sans-domicile vivent seuls, toujours d'après Le Monde, mais cette fois-ci dans un article de 2019, c'est 700 enfants qui vivent sur le trottoir rien qu'à Paris. Intéressant de noter aussi que 55% des sans-abri sont nés à l'étranger. Et maintenant je voulais aborder une précision sémantique parce que sans domicile ne veut pas dire sans-abri. C'est-à-dire que quand on réalise ce genre d'enquête, en fait on définit les sans-abri comme ceux qui, la veille du recensement, n'ont pas dormi dans des lieux prévus pour l'hébergement, sous un pont, voilà ce genre de choses. Et en fait il semblerait qu'un sans-domicile sur 10 approximativement soit sans-abri. Un autre fait alarmant, c'est que 25% approximativement des sans-domicile ont un travail. Les autres sont chômeurs, retraités ou sans-papiers. Et encore pire, leur espérance de vie est de 49 ans par rapport à une moyenne dans la population dite normale qui frôle les 80 ans. Donc ça c'était des chiffres pour faire un petit peu un état des lieux sur la population des sans-abri, qui ils sont, où ils sont, voilà quelques chiffres un petit peu comme ça, mais je voulais aborder un autre point, ce sont les mesures qui sont déjà en place pour les aider. Donc en fait, si vous voulez, les sans-domicile disposent de certains moyens pour accéder au logement et donc ne pas devenir sans-abri. Il y a des structures d'hébergement pour les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes en réinsertion sociale. Il y a des structures d'accueil d'urgence, il y a des hôtels sociaux, il y a des bidonvilles, ou il y a un autre recours aussi, c'est le squat.
Au niveau de la réinsertion professionnelle, ils peuvent bénéficier de 2 types d'aides, c'est-à-dire les associations de travailleurs sociaux qui peuvent les aider à ce niveau-là, et Pôle emploi pour les sans domicile français. Alors là, je me pose une question parce que j'ai pas réussi à trouver l'information sur le site de Pôle emploi, mais est-ce qu'on peut s'inscrire à Pôle emploi si on n'a pas d'adresse ? Je vous dis que j'en sais rien. J'ai cherché, mais ça, je ne l'ai pas trouvé. Maintenant, force est de constater que les mesures qui sont déjà en place ont certaines limites. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que je suis pas forcément pour la centralisation quand il s'agit de politique, mais sur la question très spécifique des sans-domicile, j'ai l'impression que l'absence de centralisation semble être le problème. Ce que j'entends par là, c'est que toutes les mesures d'aide que j'ai pu trouver ne sont jamais ou presque en fait réunies au même endroit. C'est-à-dire qu'on a l'hébergement ici, les repas distribués là, on a des collectes de vêtements ailleurs, mais je n'ai pas déniché l'existence de structures tout en un. Et en plus de ça, au niveau de l'emploi, d'après mes recherches, Pôle emploi ne propose pas de services spécialisés pour les sans-domicile, lesquels doivent plutôt se tourner donc vers les associations de travailleurs sociaux. Mais même dans ces cas-là, on est surtout dans des emplois à trouver qui sont quand même relativement précaires. Donc au final, tout ça étant posé, quelle serait la solution ? Si vous voulez, pour moi, la solution découle logiquement des limitations des mesures qui sont déjà en place, à savoir, ça serait la création d'une structure tout en un. La structure à laquelle je pense, en fait, ça serait une forme de refuge semi-gratuit. Donc maintenant, pourquoi semi-gratuit ? Parce que je pense que les sans-domicile n'auraient pas à payer financièrement la structure, mais ils paieraient de leur temps. Donc ce que j'entends par là, c'est que le sans-domicile aurait droit à X heures d'hébergement, donc hébergement, lit, nourriture, plus un poste de travail informatique, en échange de X heures de temps passé à monter un projet professionnel, ou à chercher du travail, ou à se former. Je pense qu'on pourrait penser à une formule du type, alors je balance ça un petit peu au pif, mais 2 heures de travail sur un projet égale 4 heures d'hébergement et un repas. C'est-à-dire comme ça, on a un SDF qui passe 4 heures dans la journée, dans l'après-midi, pour travailler sur un projet, et il a le droit à 8 heures d'hébergement, plus de repas, c'est-à-dire un dîner, plus un petit déjeuner. Et il aurait accès en fait à toute l'infrastructure à toutes les commodités que lui apporterait l'infrastructure. C'est-à-dire que cette structure elle comportera à la fois donc des couchettes pour dormir, avec le nécessaire pour avoir une hygiène correcte, donc c'est-à-dire des douches, des lavabos, etc. On pourrait penser aussi à des mesures de ravitaillement en nourriture qui seraient mises en place par exemple avec des structures préexistantes comme les Restos du Cœur ou ce genre de choses. Imaginez une forme de logistique où il y aurait des livraisons des Restos du Cœur qui seraient amenées vers ces refuges, et de disposer aussi des bennes de récupération de vêtements devant le refuge. Si vous voulez faire en sorte de pouvoir les habiller plus décemment et de les rendre plus présentables devant un employeur. Je mentionnais tout à l'heure aussi la question des postes informatiques, et ça me semble plus que crucial. Donc poste informatique, j'entends ordi plus imprimante avec bien sûr une connexion internet pour pouvoir permettre la recherche et la mise en place d'un projet de travail ou de formation. C'est-à-dire que sur pôle emploi.fr, il y a un peu plus là, à l'heure actuelle, il y a 1,2 million, si je dis pas de bêtises, d'offres d'emploi. Il y a des sites comme Indeed, comme Monster, comme Météo Job. On peut s'inscrire sur des agences d'intérim, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile quand on n'a pas accès à un ordinateur et qu'on n'a pas d'imprimante, qu'on n'a rien, qu'on est juste SDF et qu'on se présente par exemple à l'agence d'intérim comme ça. Je suis pas sûr qu'on parte gagnant dans une situation dans ce genre-là. Et pour moi, cet élément-là, donc la présence de postes informatiques avec un accès à Internet, c'est crucial. Parce que malgré tous ces inconvénients, Internet reste un des outils les plus puissants jamais construits par l'homme, et le mettre à disposition des sans-domicile, je pense, serait une bonne manière de les aider. Et vous voulez aujourd'hui, on peut suivre des études supérieures à distance, alors sans chercher à leur donner des bacs plus 8, ils auraient la possibilité de prendre en compétence, de monter en compétence, ce qui pourrait potentiellement les permettre de se démarquer auprès d'un employeur. Je pense que mettre ces outils, l'outil internet, l'outil informatique à disposition des sans-abri dans ce genre de refuge, ça pourrait être un gros plus pour les aider à s'en sortir. Alors petit point en plus, je sais pas si c'est légal ou pas, mais je sais pas si ça se fait administrativement parlant ou pas, mais ces refuges pourraient servir de boîte postale pour les sans-domicile, qu'au moins ils aient un endroit pour que leur courrier puisse atterrir. Je pense que ça c'est très pénalisant dans leur recherche d'emploi, quand ils n'ont pas d'adresse à fournir. Là au moins, que ça puisse servir de boîte postale avec un service de tri du courrier, mais très basique, vous savez, juste une boîte avec un nom, au moins que le courrier puisse atterrir quelque part. Parce que, je vous propose de regarder un instant le graphique que je vais mettre à l'écran qui nous montre quels sont les obstacles principaux à la recherche d'emploi. Parce qu'au final, ce qu'on constate, c'est que le transport, le fait donc de vivre à la rue, le coût des démarches et les problèmes de tenue sont parmi les obstacles principaux. Donc je pense que si on réussissait à résoudre ces questions, on permettrait à un grand nombre de personnes,
peut-être pas avoir du succès dans la recherche, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on faciliterait leur recherche. Pour la question par exemple du transport, si on imagine un refuge comme ça dans la plupart des villes, enfin, peut-être pas forcément des grandes villes, mais des villes de taille moyenne et des grandes villes aussi, on pourrait résoudre la question du transport, c'est-à-dire avoir un endroit où ils puissent atterrir, voilà, juste un endroit où ils puissent atterrir, centralisé quelque part dans la ville, proche potentiellement des transports, proche potentiellement des agences d'intérim, proche de tout ça. La question du transport, dans une certaine mesure, pourrait être résolue. Si on pense par exemple à la question des tenues et du coup des démarches, le fait d'avoir accès à des postes informatiques rend grosso modo pour le SDF la recherche d'emploi gratuite. C'est-à-dire que si tu as accès à internet et que tu ne payes pas internet, juste tu vas sur l'ordi, tu te connectes sur Pôle emploi et tu peux postuler à une offre. Donc fondamentalement le coût des démarches s'enverrait drastiquement réduit. La tenue, par rapport à l'idée aussi de mettre des bennes de récupération de vêtements devant le refuge pour pouvoir les habiller plus facilement, être plus présentables, leur permettre d'avoir plus confiance en eux et donner une meilleure image en fait tout simplement devant le potentiel recruteur. Ça serait ça serait un point positif pour eux. Et avec le fait de vivre à la rue, je pense qu'on pourrait résoudre ce problème avec le fait de leur offrir une boîte postale dans le refuge en question. Donc après, si vous voulez, il semble évident que la structure ne serait pas laissée aux mains des sans-domicile, mais qui devrait être encadrée par des bénévoles. Donc, bénévoles, que ce soit des psychologues, des conseillers, etc. Et ou par des employés de services sociaux. Je pense que ça pourrait être un service public, ça si vous voulez, un service public d'aide au SDF dans un refuge dans ce genre-là, et ça permettrait de peut-être potentiellement de créer ou de déplacer certains emplois, en sens où on pourrait demander à des travailleurs sociaux qui vivent déjà dans des structures non tout en un, de passer ici. Je sais pas, moi je vous pose ça là, après vous en pensez ce que vous voulez. Leur travail à ces bénévoles et à ces salariés consisterait tout simplement à guider les sans-domicile dans la constitution du projet. Ça serait leur apprendre à utiliser Internet, leur expliquer comment faire un CV, etc. Ça serait aussi bien sûr l'entretien du refuge et tout un tas de tâches qu'on peut imaginer dans un refuge dans ce genre. Donc voilà mon idée. Je pense que peut-être c'est bien beau, mais maintenant, est-ce que c'est faisable ? Donc qu'est-ce que c'est faisable ? Pour moi il y a deux problèmes avec mon idée. Comment est-ce qu'on trouve le blé et comment est-ce qu'on motive les bénévoles ? Je vais essayer de faire une tentative de réponse pour les deux limitations à mon idée. Déjà, comment on trouve le blé ? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on redirige les flux. C'est-à-dire que les flux financiers existent déjà, et honnêtement, il y a beaucoup de travaux, plutôt beaucoup d'investissements publics qui, à mon avis, ne sont pas aussi bien classés dans l'ordre des priorités que ce refuge pour SDF. Par exemple, je pense à des trucs du style le CNC. Il y a des gens qui sont financés, qui ont des vidéos financées à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, tout ça pour rester assis sur un banc pendant 12 heures, parce que c'est une expérience sociale, vous voyez. Donc bon, ça je pense que c'est le genre de choses, on pourrait très clairement rediriger les flux. Je pense à une vidéo de Mediapart il y a pas longtemps. Bon, t'as préparé un truc sur les bourgeois, c'est ça ? Oui, avec un test. Une vidéo hautement informative qui a été financée par le CNC. À la hauteur de combien de dizaines de milliers d'euros, j'en sais rien, mais je pense qu'on est très certainement sur des chiffres qui font mal au cul. Donc c'est très clairement, ça se finance avec, on peut rediriger les flux avec en prenant de l'argent sur des projets qui ne sont pas particulièrement pressants ni particulièrement utiles. On pourrait aussi imaginer par exemple un fonds SDF. Forme de fonds SDF, peut-être pris sur le salaire effectivement des employés, des gens qui ont un travail, pour pouvoir aider ceux qui n'en ont pas à en trouver. Alors je pense pas à un truc phénoménal, ou peut-être remplacer certaines des lignes des prélèvements sociaux pour alimenter ce fonds SDF. Ça, on peut en discuter. Alors après, j'ai pas fait l'analyse absolument parfaite de l'ensemble des dépenses en proportion d'un salaire qui sont redirigées pour les prestations sociales, mais j'imagine assez fortement qu'il y a des manières de rediriger les flux sans que personne n'en soit réellement impacté. Ou éventuellement on pourrait penser à autre chose, tout ce qui est impôt foncier, toutes les taxes foncières, etc. Peut-être que les personnes qui ont eu accès au logement puissent participer à hauteur de X% après avoir, pour aider ceux qui n'ont pas de logement à pouvoir y accéder. Ça serait potentiellement une idée, parce qu'au moins je vais vous dire, je suis pas propriétaire de ma maison, je suis pas propriétaire de mon appartement, si je l'étais, j'aurais pas de souci à savoir que X% de mon impôt part dans une forme de fonds SDF qui pourrait aider des gens à sortir de la rue. Donc voilà, comment on trouve le blé ? Pour moi c'est assez simple, on redirige les flux. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on motive les bénévoles ? J'ai envie de vous dire comment est-ce qu'on trouve tous les autres. Ce que je pense, c'est qu'il y aura toujours des gens prêts à donner de leur temps pour aider les autres, et je sais qu'on peut compter sur eux. C'est des gens comme nous, La plupart, il faut savoir qu'ils travaillent.
Ils travaillent comme nous, c'est juste qu'ils n'ont pas de domicile. Il y en a qui sont habillés aussi bien que nous, qui prennent leur douche tous les jours, c'est juste qu'ils n'ont pas un hébergement pour le soir. Comment tu vois ? S'il y a des bénévoles qui travaillent pour les Restos du Cœur, qui travaillent pour Emmaüs, qui travaillent pour ce genre de structure-là, il est très facile d'imaginer des bénévoles travailler pour le refuge pour sans domicile auquel je pense. Donc en final, je pense que mon idée est faisable si on redirige les flux financiers et si on fait parvenir l'information aux personnes susceptibles de s'engager bénévolement. Maintenant, je pense que c'est concrètement faisable. Maintenant, il faut se demander, est-ce qu'on est sûr que c'est pas juste une mesure morale qui sert juste à rendre ceux qui y sont impliqués contents d'eux-mêmes ? Ça, on va le voir maintenant. Donc comment vérifier le succès de cette mesure ? Pour moi, la métrique serait simple, ce serait le taux de réinsertion sur le marché de l'emploi des sans-domicile présents dans des centres et leur accès au logement. Alors ça implique bien sûr un suivi sur le long terme, donc j'imagine au moins 12 mois de suivi, mais au moins on aurait des données pour pouvoir quantifier et pour pouvoir déterminer si cet investissement vaut le coup. Au final, ça serait pas mal de commencer à procéder en politique de manière un petit peu plus scientifique, et ce que j'entends par là, c'est construire un protocole expérimental qui peut requérir. En fait, si vous voulez, chaque fois qu'on a une idée, construire un protocole expérimental pour définir si cette idée est bonne concrètement. Donc oui, là, effectivement, un suivi d'une population de SDF qui aurait bénéficié des services du refuge, suivi de la population pendant 12 mois, suivi longitudinal pour ceux qui ça parle, pour déterminer si effectivement l'idée était bonne quantitativement parlant. Ouais, ça peut se vérifier assez simplement. Donc taux de réinsertion sur le marché de l'emploi des SDF et leur accès au logement. Donc au final, il s'agit d'un investissement. Il s'agit d'un investissement parce que les sans-domicile que l'on réussira à réinsérer dans l'ensemble social finiront par payer des impôts, finiront par être productifs, c'est-à-dire qu'ils participeront à créer de la richesse et à financer l'État. Mais c'est un investissement effectivement sur le long terme. En guise de conclusion, je disais en intro qu'on avait là une manière de concilier deux points de vue opposés. Ce que j'entends par là, c'est la droite libérale qui veut que ça bosse jusqu'à en crever, et la gauche socialiste qui veut que ça distribue des thunes jusqu'à ce que les caisses soient vidées. Et pourquoi ça pourrait plaire aux deux ? Comme je pense vous l'avez très bien compris par vous-même, parce que ça concilie le besoin d'avoir une société productive avec des gens qui travaillent, de produire des richesses, et l'envie d'aider les plus pauvres d'entre nous et de ne laisser personne sur le carreau. L'idée, si vous voulez, ici, c'est pas juste d'offrir un repas et un lit pour ensuite juste les renvoyer dehors, comme c'est le cas dans beaucoup de structures qui existent actuellement, pour ne pas dire toutes. L'idée ici, c'est plutôt de proposer un accompagnement aux défavorisés, et accompagnement qui serait fonction de l'effort fourni pour s'en sortir. C'est pour ça que je pense qu'on a une possibilité ici de concilier deux manières de voir le monde opposées. Il s'agit de donner le maximum de cartes aux SDF pour leur permettre d'améliorer leur situation. Si vous voulez, je pense pas que les SDF soient fondamentalement plus cons que les autres. On note chez les SDF une prévalence des troubles psychiatriques assez élevés. Donc, ensuite, on peut se poser la question de l'œuf ou la poule, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des troubles parce qu'ils sont SDF, dû à leur situation, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des troubles qu'ils sont devenus SDF, c'est-à-dire une condition peut-être préexistante ? Je suis pas sûr d'avoir la réponse à cette question. Ce que je sais, en tout cas, c'est que leur situation est le résultat d'une conjonction complexe de facteurs multiples, des soucis psychologiques, des antécédents familiaux, un ensemble de mauvaises décisions prises dans la vie, etc. Il y a beaucoup de facteurs, et je pense que tous ces facteurs, je suis pas sûr qu'il y ait un facteur qui soit prédominant par rapport à un autre, et je pense que ça dépend évidemment du cas particulier du SDF qu'on étudie. Quoi qu'il en soit, il y a certaines choses qui sont évidemment en dehors de leur champ d'action. C'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas le contexte socio-économique dans lequel ils évoluent, ils ne contrôlent pas la demande d'emploi, ils ne contrôlent pas leur salaire, dans une certaine mesure ils ne contrôlent pas leur salaire. Mais ce que je veux, c'est qu'on redonne au SDF le contrôle sur le contrôlable, c'est-à-dire essayer de faire en sorte d'effacer les déterminismes, ce qui est hors d'eux comme forme de déterminisme, en leur permettant d'exercer un contrôle personnel sur leur vie. Donc c'est leur donner des cartes en main pour qu'ils puissent eux-mêmes jouer ces cartes, c'est leur donner de l'aide pour qu'ils puissent mettre cette aide en pratique. Donc après, ce que je me dis, c'est qu'évidemment, il doit y avoir des limitations à mon idée. Peut-être même que ça existe déjà, même si j'ai rien trouvé pendant mes recherches, mais au final, je pense qu'il serait de bon ton de tous nous resensibiliser à la question des sans-abri. Laissez-moi des commentaires si vous jugez mon projet invraisemblable, si vous pensez qu'il est possible de l'augmenter, ou si j'ai oublié des choses. Ce sera un plaisir de lire vos idées. En tout cas, je voulais juste finir sur la conclusion suivante. On dépense beaucoup de thunes au niveau public actuellement, et j'ai l'impression qu'il n'y en a que trop peu qui sont dépensés pour aider cette catégorie de personnes
Donc, faisons quelque chose. Faisons quelque chose, essayons de faire quelque chose, essayons juste de penser à quelque chose et essayons de raisonner en tant que société de manière plus scientifique. Donc en tout cas, merci. J'espère que tu as trouvé la vidéo intéressante, j'espère que tu auras des choses à y redire et encore une fois, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire tout ça, pour me parler de tout ça et pour exposer ton opinion. En attendant, à bientôt.